fut un grand honneur d'être devant vous ici. Et on va commencer le sujet qu'on nous a donné aujourd'hui. Je vous demande tous de regarder dans votre poche ce qu'il y a dedans actuellement. Le téléphone portable, je veux dire. L'écran que vous avez ou bien la connexion. Un monde entier qui tient dans une seule main. Parfois, on pose des questions et une réponse en un instant. Avant, on cherchait, on tâtonnait, on tournait les pages et en même temps, on hésitait. Mais aujourd'hui, ça tape et en un instant, ça répond. Trop vite, parfois même pour qu'on comprenne le fond exactement. Alors avant de commencer, je vous pose une question. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà laissé une IA, une intelligence artificielle, finir son devoir, son texte ou bien sa composition avant de se demander et si c'était faux réellement? Alors, aujourd'hui, pour continuer sur ça, rassurez-vous que je ne suis pas là pour vous juger, mais je suis là pour qu'on apprenne à s'en servir et pas à s'y noyer. Parce que l'intelligence artificielle, c'est une force, un outil. Étant enfant, j'hallucinais déjà à dire comment les gens font pour combiner d'une manière machinale les ordinateurs. Et aujourd'hui, étant adulte, je fais ma part. Je fais partie de cette nouvelle révolution qui est la révolution de l'intelligence artificielle. Cette intelligence-là, que j'ai dit tantôt que c'est une force, un outil, mais la vraie intelligence, celle qui reste, celle qui file, c'est la vôtre, c'est la mienne, c'est celle qu'on doit garder, celle qui comprend, celle qui pense, celle qui refuse de se taire et en même temps, celle qui pense encore, même quand les machines comprennent déjà tout ou presque. Alors aujourd'hui, pendant ces 2 heures-là, nous allons essayer de vous faire comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle à travers le sujet qu'on nous a posé ici. Comment utiliser l'IA sans perdre sa capacité de réflexion. J'espère que vous êtes prêts à plonger dans mon monde parce que ce sera fascinant. On va parler cerveau, on va parler outils et on va parler de nous. Ce n'est pas pour vous faire peur de l'IA ou bien mettre l'IA comme une reine. Non, mais pour que vous sortiez d'ici, les pieds sur terre et l'esprit qui s'entraîne. Pour commencer, d'abord, je m'appelle Mamadou Loum. Je suis ingénieur en sécurité des systèmes embarqués. J'ai obtenu mon master à l'Université Anta Diop de Dakar. Et ici, on va explorer ensemble ce qui touche déjà votre quotidien. Même si vous n'y avez peut-être jamais réfléchi, comment utiliser l'intelligence artificielle sans perdre sa capacité à réfléchir soi-même. Je ne vais pas vous parler de mathématiques ni d'informatique parce que cet exposé est pensé pour être compris par tout le monde. Même si vous n'avez jamais ouvert ChatGPT de votre vie, on va prendre le temps des exemples simples, des histoires, 3 activités aussi pour rendre tout ça concret, pour 2 vraies pauses, où on ne va pas prendre la pause parce qu'on a déjà acquis du retard, et un éclairage complémentaire sur l'usage de l'IA en tant que musulman. Mon seul objectif aujourd'hui est que vous sortiez ici avec des réflexes simples. Vous pourrez utiliser dès ce soir l'IA. On se pose la question. Pourquoi ce sujet nous concerne tous? On commence par une évidence qu'on oublie trop souvent. L'intelligence artificielle n'est plus une technologie du futur. Elle est déjà là, dans votre téléphone, dans votre moteur de recherche, dans les suggestions d'écriture de votre boîte mail, et bien sûr dans des outils comme ChatGPT ou Claude que beaucoup d'entre vous ont déjà utilisés. Laissez-moi vous raconter une histoire qui est simple. L'histoire de Fanta. Imaginons une élève, elle s'appelle Fanta. Fanta a un devoir de français à rendre. Il y a 5 ans,
Elle aurait ouvert un livre, cherché des idées, écrit un brouillon, raturé, recommencé. Aujourd'hui, Fanta peut ouvrir une IA, taper le sujet et obtenir un texte en seulement 15 secondes. Est-ce que c'est mal? Pas forcément. Le problème n'est pas l'outil. Le problème, c'est la question que Fanta ne se pose jamais. Qu'est-ce que moi, j'aurais écrit? Qu'est-ce que j'aurais appris en cherchant par moi-même? C'est exactement cette question qu'on va explorer aujourd'hui, ensemble, sans jugement, parce que très honnêtement, on est probablement nombreux dans cette salle à avoir déjà fait comme Fanta, n'est-ce pas? Et le sujet du jour n'est pas pour ou contre l'IA, mais comment garder le contrôle. Et avant de commencer, on doit comprendre ce qu'est l'IA générative. Parce que pour bien utiliser un outil, il faut d'abord comprendre en gros comment il fonctionne. Pas besoin d'être ingénieur. Je vous demande juste 3 minutes qui suffisent pour saisir l'essentiel de ce que je vais vous dire. Vous connaissez tous le clavier de votre téléphone, n'est-ce pas? Et celui qui vous propose le mot suivant, lorsque vous écrivez « je vais », il va écrire soit un message, arrivé, bien, etc. Si vous écrivez un mail, vous écrivez bien, ils ajoutent cordialement, etc. Il ne comprend rien à votre vie. Il a juste observé des millions de messages avant vous et il vous propose le mot le plus probable. C'est ça l'intelligence artificielle. C'est que j'imaginais ici, on est dans cette salle, on a une bibliothèque numérique et dans cette bibliothèque-là, on a des millions de livres. Il y a un ordinateur qui se trouve dans l'accueil. Et dans cet accueil-là, il y a un logiciel qu'on a installé et que le bibliothécaire a enregistré tous les livres qui se trouvent là-bas. Si je lui pose une question, forcément, il va répondre « tel livre se trouve ici, dans telle étagère et dans quelle partie ». C'est que ça l'IA. On lui donne des informations. Lui, il répond en fonction de ce qu'il sait, mais en faisant la probabilité. Si vous lui dites que le ciel est, lui, il regarde en faisant un calcul de probabilité, en disant bleu, mais il ne connaît pas ce qu'est le ciel. Il ne connaît pas le chat noir que vous lui dites. Donc, certains qui vont penser que l'intelligence artificielle, il est hyper intelligent, non, il ne connaît rien. Il se fait juste des mathématiques. Et en même temps, il calcule, il sait le mot qui va suivre, qui va venir après. Et une IA générative comme ChatGPT ou Claude, c'est exactement le même principe, mais poussé à une échelle absolument gigantesque. Parce que ces outils ont lu des quantités astronomiques de textes, livres, sites web, articles, mais ils ont appris à prédire mot après mot la suite la plus probable d'un texte en fonction de ce que vous leur demandez. Et une question, qui ici pensait que l'IA comprenait vraiment ce qu'elle écrit? Allez-y. Vous? D'accord. Elle a levé la main, donc elle mérite une récompense aussi. Je vais lui donner mes bonbons préférés. Et voilà le point le plus important de tout cet exposé. Ici, celui qu'il faut retenir avant tout le reste, c'est que une IA générative, bon, avant de passer, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle ne fait pas, elle ne pense pas, elle prédit le mot le plus probable à partir de ce qu'elle a appris. Je dis bien ce qu'elle a appris. Pour les IA, on les entraîne comme les joueurs s'entraînent, avec des mots, des textes et des informations, peu importe le type. Réfléchir, comparer, juger, ça reste notre travail et pas le sien. Tu es humain, tu réfléchis, mais l'IA ne réfléchit pas. Voici 3 grandes familles d'IA génératives, à savoir le texte, on peut dire ChatGPT, Claude, Gemini.
Concernant les images, on peut utiliser Midjourney ou DALL-E. Les codes, il y a Google Copilot. Donc, le principe reste le même, c'est-à-dire prédire, pas comprendre. Et là, elle n'a pas d'opinion, pas de conscience, pas d'intention. Elle calcule des probabilités à une vitesse vertigineuse et elle nous les présente sous une forme qui ressemble à s'y méprendre à une réponse humaine, réfléchie, intelligente. C'est ça le piège numéro 0 pour l'IA. Et celui qui explique tous les autres, parce que la réponse sonne juste, on a tendance à croire qu'elle est juste. Tu penses quand tu écris, donne-moi la date de naissance de Léopold Sédar Senghor, lui il te donne, il est né en tel, etc. Toi tu penses que c'est juste, lui il t'a donné seulement une réponse probable, il ne sait pas que c'est juste. Est-ce compris? Il existe plusieurs types d'IA génératives, comme on a cité ici, parce que ce qu'il faut retenir dans cette partie, c'est qu'elle ne pense pas. Elle prédit le mot le plus probable à partir de ce qu'elle a appris. Réfléchir, ça reste le travail de l'humain. Maintenant, on va dans ce contexte, c'est-à-dire pour mesurer à quel point ce phénomène est récent et massif. C'est que ChatGPT a atteint 100 millions d'utilisateurs en seulement 2 mois. Donc, il a commencé fin 2022, début 2023. Donc, c'est l'une des adoptions technologiques les plus rapides de l'histoire. Actuellement, plus rapide qu'Instagram, plus rapide que TikTok à ses débuts. Et aujourd'hui, ces outils sont utilisés pour des devoirs, résumer des cours, préparer des entretiens d'embauche, écrire du code, répondre à des mails professionnels, planifier des voyages et même de plus en plus pour aider à prendre des décisions importantes. Et si je dis des décisions importantes, car j'ai vu des gens lui demander « Est-ce que tu connais là où je peux trouver pour faire le mariage ou autre ?» Vous avez compris? Une personne m'a appelé, elle m'a dit que ton numéro c'est ChatGPT qui me l'a donné. Donc je cherchais là où je peux prendre des informations parce que je veux me marier. Puisque mon numéro se trouve dans Internet, forcément ChatGPT recherche sur Internet et lui donne le numéro de la grande mosquée. Et là, on ne va pas se mentir, cette adoption est méritée. Ces outils font gagner un temps considérable et permettent à des gens qui n'avaient certainement ou bien certaines compétences d'accéder à des résultats impressionnants. Ce n'est pas de la magie noire, c'est un vrai progrès technique. Mais un progrès dans l'histoire, ce que je vais dire, il faudra bien retenir ça, c'est qu'un progrès technique dans l'histoire n'a jamais été automatiquement un progrès humain. Est-ce que vous avez compris? L'imprimerie a permis de diffuser le savoir et aussi la propagande. La voiture nous a rendus plus mobiles et moins actifs physiquement. Parce que imaginez, moi qui dois marcher jusqu'à Colobane, je prends une voiture. Je ne fais pas du sport. Donc je suis moins actif physiquement, n'est-ce pas? Et chaque outil puissant déplace un équilibre. La question pour l'IA, c'est quel équilibre est-elle en train de déplacer dans nos têtes? La voiture a déplacé notre physique. L'imprimerie a déplacé beaucoup d'autres savoirs. Et qu'est-ce que l'IA aujourd'hui va déplacer dans nos têtes? La question n'est plus faut-il utiliser l'IA, mais comment bien l'utiliser sans se faire déplacer soi-même? Est-ce compris? Et je vous demande, qui utilise une IA au moins une fois par semaine? Vous levez vos mains. Au moins une semaine. Qui utilise une IA au moins une semaine? Une fois par semaine plutôt. D'accord. Une deuxième question. Qui a déjà reçu
d'une IA une information qui s'est révélée fausse et qui s'en est rendu compte qu'après coup. Toi. Et qui d'autre? D'accord. Maintenant, qui pense pouvoir se passer complètement d'IA pendant une semaine entière sans aucune difficulté? Sans aucune difficulté, j'ai dit. Je répète, écoutez s'il vous plaît. Qui pense pouvoir se passer complètement d'IA pendant une semaine entière sans aucune difficulté? D'accord. Maintenant, ce que je vous demande, c'est de garder vos réponses en tête. On va y revenir dans quelques minutes, Inch'Allah. On va pas faire de pause. Let's go. Maintenant, on a vu ce qu'est l'IA, n'est-ce pas? Tout le monde comprend ici ce qu'est l'IA. Ok. Et à quel point elle est déjà partout. Maintenant, on va parler du vrai sujet. Pourquoi faut-il faire attention à la façon dont on l'utilise? Parce que le risque principal a un nom, la paresse cognitive, ou ce que certains chercheurs appellent la délégation mentale excessive. Parce que l'idée est simple à comprendre avec une image. Pensez à vos jambes. Si vous ne marchez jamais, prenez toujours l'ascenseur. Et toujours la voiture, jamais les escaliers. Vos jambes vont s'affaiblir. Ce n'est pas une punition, c'est juste de la biologie. Ce qu'on exerce plus s'affaiblit. C'est bon? Maintenant, l'esprit critique fonctionne exactement pareil. Chercher une information, comparer deux sources, construire un argument, douter, vérifier, ce sont des gestes mentaux. Et comme tous les gestes, ils s'entretiennent par la pratique. Reprenons Fanta. Fanta, qui est notre élève de tout à l'heure. Elle est notre élève de tout à l'heure. On va imaginer deux versions d'elle. Écoutez-moi bien. La première Fanta, c'est qu'elle utilise l'IA pour tout. Tout le temps, sans jamais vérifier ni reformuler avec ses propres mots. Au bout de 6 mois, elle rend de meilleurs devoirs, mais elle est incapable de les défendre à l'oral parce qu'elle ne les a jamais vraiment pensés. Ça arrive à tout le monde ici. Tu écris quelque chose, un discours, tu es dans les réseaux. On pense que c'est toi qui l'as écrit. Waouh, c'est excellent. Mais en réalité, est-ce vraiment toi? Ça, c'est la première version de Fanta. La deuxième version de Fanta aussi, c'est quoi? Après avoir essayé seul d'abord, je dis bien, après avoir essayé seul d'abord, et toujours en comparant, en questionnant, en reformulant, au bout de 6 mois, elle va plus vite qu'avant. Et elle a quand même appris à réfléchir. Même outil, deux résultats complètement différents. Fanta a utilisé l'IA dans les deux versions. Mais on a déjà deux résultats différents. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est ça l'enjeu de cet exposé en une phrase. Ce n'est pas l'outil qui décide de ce que vous devenez, c'est la façon dont vous vous en servez. Parce que comme un muscle, l'esprit critique s'affaiblit si on ne l'exerce plus. Si, au fil des années, tu décides de ne pas faire du sport, ton muscle s'affaiblit. Au contraire, vous pouvez être à la même âge ou bien même, il est plus jeune que toi, il fait du sport, ses muscles se développent, ils ne s'affaiblissent pas. C'est pareil. Et deuxième point, ça ce sont les deux versions de Fanta. Il y a la Fanta passive et Fanta active. Ici, elle utilise l'IA, comme je l'ai dit tantôt, pour tout, sans jamais vérifier.
rend de meilleurs devoirs, mais incapable de les défendre à l'oral, elle ne les a jamais vraiment pensés. Deuxième fente active, elle essaie seule d'abord, systématiquement, compare, questionne, reformule, va plus vite qu'avant, elle a quand même appris à réfléchir. Donc ici, les 4 pièges à connaître, c'est le premier, c'est la dépendance. Parce que vous connaissez sûrement ce phénomène avec le GPS. Avant, on retenait des itinéraires. Vous connaissez le GPS? Hein? Vous ne connaissez pas? Vous avez votre téléphone? Vous avez Google Maps? Il utilise un GPS pour te donner une localisation. C'est clair? Ok. Maintenant, on développait un vrai sens de l'orientation. Avant, j'ai dit. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens sont incapables de retrouver leur chemin sans leur téléphone. Même dans un quartier qu'ils connaissent depuis 10 ans. Le GPS n'a rien fait de mal en soi, mais l'usage systématique sans jamais s'en passer a fait disparaître une compétence. Avec l'IA, c'est le même mécanisme, mais appliqué à la réflexion elle-même. Parce que la recherche d'informations, l'argumentation, la rédaction, plus on délègue systématiquement, plus il devient difficile de s'en passer. Et plus on se sent démuni le jour où l'outil n'est plus disponible. Ou tout simplement le jour d'un examen sans IA. Un examen sans IA. Beaucoup d'entre vous. Et la deuxième piège porte un nom étrange, mais très parlant, les hallucinations. Cela désigne le fait qu'une IA peut inventer une information complètement fausse. Une date, une citation, un livre, un événement qui n'existe pas est affirmé avec exactement la même assurance que lorsqu'elle dit quelque chose de vrai. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu. L'IA ne vérifie pas des faits. Elle prédit des mots probables. On l'a déjà vu. Si une fausse information sonne statistiquement plausible, je dis bien statistiquement plausible, elle peut sortir avec autant d'aplomb qu'une vraie. C'est particulièrement dangereux parce que, contrairement à un livre mal informé ou un site douteux, qu'on apprend à repérer, une IA a un ton toujours confiant, toujours structuré, toujours convaincant. Le mensonge et la vérité sont exactement écrits du même ton. C'est clair. Lorsque vous demandez une IA générative comme ChatGPT, ce qu'il dit comme vrai et ce qu'il dit comme faux, c'est le même ton. Il donne l'impression d'être vrai, alors que ça ne l'est pas. Maintenant, comment pourriez-vous vérifier en moins d'une minute? Comment dirais-je? Est-ce que vous pouvez former, je ne sais pas, des groupes de 3, 3, 3, 4. 3, 3, 3, 4. Ensuite, ici par 3. Et je vous pose des questions. Vous allez répondre en groupe. C'est bon? Oui. Maintenant, ces 4-là, vous êtes ensemble. Les 3 ensemble. Les 3 ensemble. Les 4. C'est bon? Par 3. Vous allez désigner un chef ou bien une chef de groupe. Hein? Vous pouvez être 4. Allez-y. Non, vous dites A, vous répondez. B, vous répondez. Et si vous ne répondez pas, vous avez 1 minute pour répondre. Toutes les questions, j'ai dit. Allez-y. Le micro.
S'il vous plaît, il faut qu'on soit d'accord avec une règle de jeu. Je démarre le chrono. Vous avez 3 réponses à donner. Et si dans les 1 minute, vous n'avez pas terminé vos réponses, c'est fini pour votre groupe. C'est bon? Ok. Démarre. Regarde, ça commence. Vous avez terminé? Ok. Deuxième groupe. C'est que c'était expliqué pourquoi il est important de croiser plusieurs sources avant d'accepter une réponse générée par une IA. De croiser, faire le croisement de plusieurs sources. Vous avez compris? Maintenant, les deux groupes, c'est le groupe de Ndela et le groupe de l'autre. Ce sont ces deux groupes qui ont gagné, quoi. Ici, c'est ce groupe-là et l'autre groupe. C'est pas... vous êtes combien? C'est ce jeu qu'on faisait tout à l'heure, quoi. C'est-à-dire la chasse aux hallucinations. Regardez, on a fait une activité. Vous avez utilisé vos têtes pour répondre. Donc, on sait que toujours, on n'a pas encore perdu notre sens de réflexion. C'est bon? Et vous avez donné aussi de bonnes réponses sans utiliser ChatGPT. C'est clair? Les autres groupes, là. Maintenant, l'uniformisation, c'est le piège numéro 3. Ça, c'est le piège le plus discret. Parce que quand des millions de personnes posent des questions similaires à la même poignée d'outils, qu'ils perçoivent comme souvent des réponses très similaires, même après plein de dissertations, même idée de projet, même tournure de phrase, le risque sur le long terme est que c'est un appauvrissement discret de la diversité des idées. Si tout le monde part du même point de départ, il devient plus difficile de sortir des sentiers qui sont battus. Parce que, alors que c'est justement dans les idées originales, différentes, parfois maladroites, que naissent souvent les meilleures trouvailles. Si toi tu poses une question, la même question, moi je pose la même question à l'IA. Tantôt j'avais dit que de croiser les sources. La plupart d'entre nous, ils posent une seule question à l'IA. Et la première réponse donnée, ils prennent cette réponse-là. C'est clair? Il y en a qui, s'il lui donne cette réponse, si vous voulez lui faire douter, vous pouvez lui dire que, attends, est-ce que c'est vrai? Il te dit, non, attends, j'ai oublié. Et ainsi de suite, il commence à douter. Donc, ça veut dire qu'il ne sait même pas ce qu'il écrit. Il va te donner une autre réponse. Il y a le piège numéro 4, à savoir les biais. C'est-à-dire, une IA apprend à partir de textes écrits par des humains, des livres, des articles, des sites web. Or, les humains, collectivement, ont des biais, des stéréotypes, des angles morts, des façons de voir le monde qui ne sont pas neutres. L'IA ne les invente pas, elle les reproduit. Il reproduit ceci. Souvent sans qu'on s'en aperçoive, parce que la réponse semble neutre et factuelle. C'est un miroir de nos propres bibliothèques collectives, avec toutes leurs qualités et tous leurs défauts. Dépendance, hallucination, uniformisation, biais, 4 pièges invisibles quand on ne les connaît pas. Ce sont ces 4 pièges-là. Pour la dépendance, arrêtez de chercher et de raisonner par soi-même. L'hallucination, l'IA peut inventer une réponse fausse avec assurance, surtout ceux qui font des recherches avec, par exemple, des questions islamiques à ChatGPT. Uniformisation,
tout le monde reçoit des réponses très similaires. Est-ce compris? Biais, c'est-à-dire l'IA reproduit les biais présents dans ces données. Il ne fait que dire ce qu'il a dans ces données. C'est-à-dire, moi, dans mon sac, je ne peux que sortir mes bonbons parce qu'actuellement, il n'y a que des bonbons dedans. C'est bon? OK. Maintenant, la bonne posture. Ça, c'est la bonne nouvelle parce je vous l'avais promis dès le début. Rien de tout cela n'est une fatalité. On ne va pas se passer de l'IA. Ce serait irréaliste. C'est ce qui disent que non, moi je vais laisser l'IA de côté. Non, je ne vais pas utiliser l'IA. Et ça, c'est même contre-productif. On va apprendre à s'en servir avec la bonne posture. Cette posture tient en une seule phrase qui est très simple à retenir. L'IA est un outil, pas un oracle. Un oracle, on lui obéit sans discuter. Un outil, on le maîtrise. On le dirige. On décide quand s'en servir et quand s'en passer. Donc, l'IA est un outil, pas un oracle. Elle propose, tu disposes. Pour les réflexes, cette partie, réflexe numéro 1, réfléchis d'abord, demande ensuite. Avant de taper une question dans une IA, prenez 10 secondes, littéralement 10 secondes pour vous demander qu'est-ce que moi, j'en pense. Même une réponse imparfaite, floue, incomplète à une valeur immense, elle vous garde actif dans le processus au lieu de vous mettre en position de simple spectateur. Deuxième réflexe, vérifie toujours les sources. Une réponse d'IA n'est jamais une preuve en soi. Elle doit être traitée comme l'opinion d'un inconnu très cultivé, mais parfois dans l'erreur. Utile comme point de départ, jamais comme point final. Recoupez systématiquement avec au moins une autre source qui est fiable avant de considérer une information comme acquise. C'est l'exercice qu'on faisait tout à l'heure avec 3 sources que vous avez données. Il y en a qui ont dit, je vais regarder dans les livres, je vais regarder dans Google Scholar, je vais regarder, etc. C'est bon? Maintenant, troisième réflexe, comprends le raisonnement. Ne copiez jamais une réponse sans comprendre comment on y arrive. L'objectif n'est pas d'avoir la bonne réponse le plus possible, vite possible plutôt. C'est de comprendre le chemin qui s'y mène. Si vous ne pouvez pas réexpliquer une idée avec votre propre mot, c'est le signe que vous ne l'avez pas encore vraiment comprise. Vous l'avez seulement recopiée. Si dans un exposé, on vous demande de venir, vous venez ensuite, vous devrez présenter devant des millions de personnes. Vous prenez tout de l'IA. Vous venez, vous essayez de... Maintenant, on va vous attendre au virage, c'est-à-dire le dernier virage, les questions-réponses. On verra si vous avez compris votre sujet ou bien c'est l'IA qui vous a accompagné. Et aujourd'hui, beaucoup sont accompagnés de l'IA, mais dans leur tête, il n'y a rien. Maintenant, il faut aussi varier les usages. C'est-à-dire utiliser l'IA pour du brainstorming, c'est-à-dire pour de la relecture, pour débloquer une page qui est blanche, jamais comme substitution totale à votre propre travail. Il y a une grande différence entre l'IA m'aide à avancer et l'IA avance à ma place. Est-ce compris? Nous, on a eu à travailler sur des projets où, avant, on prenait des mois pour le faire. Mais aujourd'hui, grâce à l'IA, on peut en un laps de temps construire cela. Maintenant, ce qui est un plus pour nous, c'est que nous, on connaît déjà comment ça se passe. Je vous donne l'exemple de quelqu'un ou quelqu'une ici qui doit faire une présentation et n'a jamais appris PowerPoint. Il y a la CETIC qui donne des cours de PowerPoint ici les vendredis. Elle dit non, je ne vais pas venir. Ensuite, il y a le mémoire qu'il doit présenter. Venu quelques jours avant son mémoire, forcément, on doit préparer un PowerPoint pour une présentation.
Parce que 50 pages ou 100 pages que tu as, ces 100 pages-là, tu ne vas pas venir en 15 minutes pour faire ces 50 pages. Non. Tu vas mettre des slides. À travers des slides, ça va résumer tout ton travail. Lui, il prend ça, il le donne à l'IA. Contrairement à moi qui a une formation en PowerPoint, j'ai fait une formation sur PowerPoint, j'ai compris pourquoi on fait les animations, pourquoi on fait les transitions. Si toutefois je vais dans l'IA pour lui demander de me créer un PowerPoint, même s'il me le donne, moi je comprends déjà comment ça se passe. Donc on est différents, tous les deux. Donc, dans ce cas, je ne vais pas dire que l'IA a avancé à ma place, mais l'IA m'a aidé à avancer. Parce que le temps que je devrais faire pour créer un PowerPoint, etc., je l'ai donné à l'IA pour me le créer, mais moi, je connais le processus. Cinquième réflexe, il faut garder des moments sans IA. C'est-à-dire continuer régulièrement à écrire, chercher et réfléchir seul, sans aucun outil. Parce que ce n'est pas une punition ni de la nostalgie, c'est un entraînement, exactement comme on continue à marcher, même quand on a une voiture. Parfois, tu vas avoir un vélo, une voiture, etc. Non, aujourd'hui, je décide de marcher. Je marche. C'est ce qui garde l'esprit critique en forme sur le long terme. Quelqu'un qui marche aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, si tu leur posais la question, est-ce que si je te donnais un billet de la Mecque, tu vas aller l'année prochaine, il te dit oui. Spirituellement, la personne peut être prête, mais physiquement, non, parce qu'elle ne fait pas du sport. Est-ce compris? Tu ne fais pas du sport, physiquement, tu n'es pas prêt, alors qu'aller à la Mecque, c'est les deux. Tu es prêt physiquement, tu es prêt aussi côté religion. C'est-à-dire ce que tu dois dire, etc. Même si tu as des guides qui t'accompagnent. Parce que il y aura un moment où marcher sera plus rapide que prendre une voiture. Imaginez, tu dois marcher ici jusqu'à Rufisque. Beaucoup marcher de Yonomouti jusqu'à les couloirs de la mort, je veux dire. Jusqu'à Faxience, ils te disent non, c'est long. Mais c'est ces personnes-là qui te disent je vais aller à la Mecque. Donc il faut y penser. Et ce que vous entraînez, c'est-à-dire votre corps, le musulman doit être quelqu'un qui est fort mentalement, fort physiquement, et pas faible. Votre esprit aussi est pareil, c'est-à-dire votre esprit, pour l'entraîner, parfois il faudra se démarquer un peu de l'IA, pousser un peu, ne pas toujours dépendre de ça. Et 5 réflexes qui sont simples à répéter jusqu'à ce qu'ils deviennent automatiques. On ne va pas faire de pause. Maintenant, on va passer à la règle des 3 étapes. Et pour rendre tout ça concret, très concret, je veux dire, voici une méthode simple en 3 étapes, applicable à chaque fois que vous utilisez une IA pour un travail scolaire, professionnel ou personnel. Je vais vous la dérouler ici devant vous avec un exemple pour que vous visualisez exactement comment l'appliquer. Avec un seul. Ok. La règle des 3 étapes. La première étape, c'est que je formule ma réponse. Avant toute recherche, je note ce que je pense, même imparfait, en 2 ou 3 phrases. C'est bon? Deuxième étape, je demande à l'IA, puis je compare. Je confronte sa réponse à la mienne. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que j'avais oublié? Qu'est-ce que je ne suis pas d'accord? Vous pouvez avoir un exercice de maths ou bien un exercice de philosophie. Vous essayez par vous-même, vous écrivez. Après, vous demandez à l'IA. Ensuite, vous confrontez les deux. Et troisième étape, je vérifie et je décide. Donc, je croise les sources sur les points importants et c'est moi, pas l'IA,
qui garde le dernier mot sur la version finale. Je dis bien, c'est moi qui garde le dernier mot et pas l'IA. Et retenez bien que la règle des 3 étapes, ça prend à peine plus de temps qu'un usage passif. On a vu Fanta passif et Fanta actif. C'est bon? Voici un utilisateur passif ou actif. Maintenant, pour terminer cette partie, un petit exercice personnel, en silence. Juste pour vous-même, c'est-à-dire, sur les 4 comportements suivants, combien vous ressemblent la plupart du temps concernant passif et actif? Vous parvenez à lire ici? Oui. C'est passif. Non, maintenant c'est passif. Parmi les 4 questions, c'est-à-dire les 4 réponses qu'on a données ici, quelle est la réponse qui vous ressemble le plus? Je copie une réponse d'IA sans vraiment la relire. J'accepte la première réponse obtenue sans en demander une deuxième version. Je ne vérifie presque jamais les informations données par une IA. Après l'avoir utilisée, je serai incapable de réexpliquer le sujet sans elle. C'est bon? Je pense que tout le monde ici a lu et en même temps a eu une réponse par rapport aux situations données dans le tableau. Parce que beaucoup, peut-être, copient-collent sans réfléchir, acceptent la première réponse, ne vérifient jamais les sources, surtout s'il s'agit d'une question religieuse que tu as posée à l'IA, perd le fil de son propre raisonnement. Toi, tu ne sais même pas comment ça va se passer de 0 jusqu'à infini. Maintenant, pour l'actif C, c'est-à-dire tu questionnes, tu compares, tu vérifies. Ensuite, tu gardes le contrôle de ta pensée. Tu utilises l'IA pour aller plus loin et aussi ne délègue jamais entièrement sa réflexion. Maintenant, si vous avez répondu oui ou 0 à une de ces 4 phrases, vous êtes plutôt du côté actif. Les 4 phrases que je vais lire tout de suite, c'est que je copie-colle une réponse d'IA sans vraiment la relire. Si, toutefois, vous répondez par oui, donc vous êtes du côté passif ou bien du côté actif. J'accepte la première réponse obtenue sans en demander une deuxième version. Je ne vérifie presque jamais les informations données par une IA. Après avoir utilisé une IA, je serai incapable de réexpliquer le sujet sans elle. Et comme on l'a dit, si vous avez répondu oui à 3, au moins 3 j'ai dit, ou 4, ce n'est pas grave du tout. C'est simplement le signe qu'il est temps d'essayer la méthode des 3 étapes dès votre prochain devoir. Maintenant, on va passer. Ça, c'est le dernier test. Utiliser l'IA en tant que musulman. Je vais vous partager un dernier éclairage pour celles et ceux que ça intéresse. Parce que, bon, je l'ai ajouté dans le sujet. On devrait s'arrêter. Mais là, comment ce sujet résonne avec quelques repères de la tradition musulmane? Je précise tout de suite que je ne suis pas une autorité religieuse ou un oustaz. Comme, voilà, je ne suis pas un imam, etc. Je suis un 2.0, you understand? Maintenant, ce qui suit, c'est une réflexion générale. Et ce n'est pas aussi une fatwa. C'est bon? Maintenant, pour des questions précises, le bon réflexe reste de se tourner vers des personnes qui sont qualifiées, à savoir des oustas, etc. Maintenant, le rapport à la technologie n'est pas nouveau dans la tradition musulmane. Les outils n'ont jamais été rejetés eux-mêmes. Ce qui a toujours compté, c'est l'intention avec laquelle on les utilise. Le savoir juste
la façon dont ils servent ou desservent, la quête de savoir, le savoir justement y occupe une place centrale. Parce que ce n'est pas seulement posséder une réponse qui compte, mais le chemin par lequel on y arrive. Donc, là, le rapport à la technologie n'est pas nouveau. Ce qui a toujours compté, c'est l'intention et la manière dont on l'utilise. Et les repères qui suivent ne sont pas un avis religieux formel que j'ai dit. Ce sont juste des pistes de réflexion à discuter, à approfondir au besoin. Amir. Wa alaykum salam. What happened? Faire pour réfléchir. On parlait de l'IA en tant que musulman, l'utilisation. Ici, ça c'est 6 mots qui peuvent nourrir la réflexion sur notre usage de l'IA. La première c'est al-ilm, le savoir. Chercher à comprendre et pas seulement à obtenir une réponse toute faite. C'est bon en tant que musulman. Deuxième, c'est la réflexion. Prendre le temps de méditer une idée et pas seulement de la consommer. Il y a parfois des consommateurs. Et al-wasatiyya, c'est-à-dire le juste milieu, ni rejet de l'IA, ni dépendance totale. Donc, on fait quoi? On cherche l'équilibre. C'est bon? Et le troisième, c'est al-amana, le dépôt confié. L'intelligence est une capacité à entretenir, pas à déléguer entièrement. L'intention, Nia, c'est se demander pourquoi on utilise l'IA à chaque fois qu'on la sollicite. C'est bon? La vérification, c'est de vérifier une information avant de la relayer, parce que cela rejoint directement le piège des hallucinations dont on a parlé tout à l'heure. Un exemple, quelqu'un peut venir, ensuite lui poser une question de jurisprudence islamique. Je le pose à ChatGPT. Lui, peut-être tu peux le dire, bon, y a des savants, beaucoup de savants qui ont le même nom. Tu peux dire, il y a un oustaz je parlais avec un oustaz sur ça. Il m'avait donné des noms. Maintenant, on donne l'exemple. Je ne dis pas que c'est vrai. Par exemple, on dit Ibn Taymiyyah. On imagine qu'il y a d'autres Ibn Taymiyyah en même temps. Mais lui, il ne sait pas. On avait dit que l'IA ne connaît pas. Lui, il va dans Internet, il recherche dans des mots de navigateur, moteur de recherche. Il voit qu'il y a le premier Ibn Taymiyyah qui a donné quelque chose, parce que c'est la probabilité la plus proche. Le premier Ibn Taymiyyah donne une réponse, il prend ça, il te donne. C'est une question de jurisprudence. Tu es sunnite, lui, t'as donné une réponse d'une personne qui n'est pas sunnite. Tu prends ça, tu dis oui, c'est ça la vérité. Donc, il y a des questions, il ne faut pas les poser à une intelligence artificielle. Il faut juste aller vers des savants, eux qui ont confronté plusieurs livres pour pouvoir faire la synthèse. Parce qu'en général, on nous interdit de même, si on apprend un hadith, de ne pas directement prendre un jugement sur ça. Parce qu'il y aurait plusieurs hadiths qui viennent dans le même sens, et en même temps, on peut faire la synthèse pour donner une réponse globale. Et ça, ce sont les savants qui peuvent faire cela. C'est bon? Maintenant, seul, vous devrez, par exemple, répondre à cette question que je vais poser. C'est-à-dire, quelle est mon intention la prochaine fois que j'utiliserai une IA? Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'objectif est simplement de se poser la question sciemment. Et si le temps le permet, est-ce que deux personnes peuvent partager leur réflexion à voix haute sur la question que j'ai posée, c'est-à-dire quelle est mon intention la prochaine fois que j'utiliserai une IA? Deux volontaires. Un ici, un là-bas. Hein? Allez-y. On va utiliser l'IA d'abord, je pense, dans le domaine
du raisonnement, il faut d'abord chercher soi-même d'abord. On a la réponse par rapport au même. Ensuite, on peut demander à l'IA. Ensuite, comme vous l'avez dit tantôt, confronter les deux choix. Donc, votre raisonnement et celui généré par. L'IA peut servir la quête de savoir à condition que l'intention et la réflexion restent actives et pas passives. On a beaucoup de choses aujourd'hui, c'est-à-dire on a fait beaucoup de choses. Maintenant, comment fonctionne vraiment une IA? Pourquoi son adoption est si massive? Quels sont les 4 pièges à connaître? Comment garder le contrôle avec des réflexes simples et une méthode en 3 étapes? Et comment ce sujet résonne avec quelques repères de réflexion? Donc, si vous ne devez retenir qu'une seule chose de tout cet exposé-là, c'est celle-ci. L'IA est un amplificateur de la pensée, pas un substitut. Utilise-la pour réfléchir plus loin et jamais pour réfléchir à ta place. On est parti en premier lieu d'une poche, d'un écran, d'un instant. On revient avec une idée simple, mais tenace, qui prend le temps. L'IA ne va nulle part. Elle va rester, s'installer, grandir. La question n'a jamais été de la fuir, mais d'apprendre à choisir. Choisir de réfléchir d'abord et de demander ensuite. Choisir de vérifier, même quand la réponse semble honnête. Choisir de comprendre, pas seulement de copier. Choisir de temps en temps de fermer l'écran et de penser tout seul, sans filet. Parce qu'un outil, aussi puissant soit-il, ne décide jamais qui vous devenez. Ça, c'est encore, et ce sera toujours à vous de le décider. Merci de m'avoir écouté. Barakallahu fikum. Maintenant, à vous de jouer avec vos questions et réponses.